Vive la monarchie! Essayez de dire en public que la monarchie est une bonne idée. Regardez les visages. Regardez les yeux qui s'écarquillent, les sourcils qui se lèvent, le malaise physique de celui qui entend ce mot comme s'il s'agissait d'un blasphème à l'Église. Monarchie, ça sonne comme un fossile, comme un truc de musée, de documentaire en noir et blanc, de grands-parents gâteux qui regrettent le passé. Et pourtant non. Regardez la carte, prenez-la en main cette carte, et dites-moi ce que vous voyez. Les pays les plus riches du monde, les plus avancés, les plus civilisés, ceux où les gens vivent le mieux, où les droits fonctionnent, où les rues sont propres et les institutions ont encore un sens. Danemark, Norvège, Suède, Pays-Bas, Japon, Royaume-Uni, Canada, Australie, Espagne, Belgique, Principauté de Monaco. Tous monarchiques. Tous. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence pittoresque. C'est un fait. Et les faits, on le sait, n'ont pas besoin d'être sympathiques. La plus ancienne démocratie du monde est une monarchie. La nation qui a bâti l'empire le plus vaste de l'histoire humaine est une monarchie. Le pays doté de l'État-providence le plus généreux de la planète est une monarchie. Tôt ou tard, quelqu'un devra m'expliquer pourquoi nous continuons à traiter cette forme de gouvernement comme une relique médiévale, alors que les chiffres disent exactement le contraire. Mais venons-en à l'histoire, parce que l'histoire a toujours raison, même quand elle fait mal. France, 1793. Louis XVI monte sur l'échafaud. La foule hurle, la lame tombe, la tête roule dans le panier. Et la France commence à mourir. Pas tout de suite, bien sûr. D'abord vient la terreur, puis le Directoire, puis Napoléon, qui était un génie, mais aussi la preuve vivante que lorsqu'on supprime le roi, on finit par s'inventer un dictateur. Puis la Restauration, puis une autre révolution, puis une autre république, puis un autre coup d'État, puis encore une autre république, et une autre, et une autre. Depuis 1793, la France a changé de forme de gouvernement plus de fois qu'un homme normal ne change de voiture dans toute sa vie. 5 républiques, 2 empires, 2 restaurations, une instabilité chronique qui dure depuis 2 siècles et qui naît tout entière, de ce jour de janvier où l'on a décidé que trancher la tête du roi était un acte de progrès. Trancher la tête du roi, c'est trancher la racine. C'est rompre le lien avec tout ce qui vient avant soi. C'est dire, nous repartons de zéro. Et qui repart de zéro, à zéro demeure. Maintenant, regardez les Anglais. Eux aussi ont fait le grand coup. Charles Ier, décapité en 1649. Et ensuite, Cromwell, le protectorat, une république puritaine, grise, triste, sans fête, sans théâtre, sans musique. Un ennui mortel déguisé en vertu. Combien de temps cela a-t-il duré? 11 ans. 11 ans. Et puis les Anglais ont dit « Assez, rendez-nous le roi ». Et ils l'ont remis sur le trône. Et à partir de ce moment-là, ils ont construit la plus grande puissance que le monde moderne ait jamais connue. L'Empire britannique, la langue que nous parlons tous, la démocratie parlementaire que la moitié du monde a copiée, les lois, le commerce, la marine, tout cela bâti sous la couronne. Les Anglais ont eu l'intelligence de comprendre une chose que les Français n'ont jamais comprise. Le roi n'est pas l'ennemi de la liberté, il en est le garant. Parce que le roi ne se présente pas aux élections, il ne fait pas de promesses, il n'achète pas de voix, il ne ment pas pour être réélu, il n'a besoin de plaire à personne pour gouverner. Le roi est au-dessus de la mêlée, il est le point fixe tandis que tout le reste tourne, change, s'agite, se décompose. Un président dure 4 ans, 5, 7.
Puis il s'en va, et avec lui s'en va tout le reste. Les symboles, les couleurs, le ton, la direction. À chaque fois on recommence. À chaque fois on démonte et on remonte. Comme un meuble Ikea que personne n'arrive jamais à finir d'assembler. Le monarque, lui, reste. Il est le fil qui relie le grand-père au petit-fils, le siècle dernier à celui-ci, la tradition à l'avenir. Il n'est pas un gouvernement, il est une continuité. Il est la garantie que quelque chose survivra à la prochaine élection, à la prochaine crise, au prochain scandale. Mais il y a un point qui compte plus que tous les autres, et personne n'en parle jamais, la sacralité. Les institutions ont besoin du sacré. Elles en ont besoin comme de l'air, comme du pain, comme du silence qui précède une prière. Quand un roi est couronné, ce n'est pas simplement un homme qui reçoit un titre. C'est un rite. C'est un geste qui plonge les mains dans 1000 ans d'histoire. L'huile sur le front. La couronne posée par des mains qui tremblent sous le poids de ce qu'elle représente. Les paroles anciennes prononcées dans des langues que plus personne n'utilise dans la vie quotidienne. Le peuple qui regarde et qui sent, même sans comprendre, que ce qui se passe devant ses yeux est plus grand que lui. La République a tué tout cela. Elle a remplacé le rite par la bureaucratie, la cérémonie par la conférence de presse, le serment sacré par le discours d'investiture qui dure 20 minutes et que personne ne se rappellera le lendemain. Nous avons ôté le mystère des institutions et nous nous étonnons que plus personne ne les respecte. Nous avons ôté la beauté du pouvoir et nous nous plaignons que le pouvoir soit devenu vulgaire parce que la monarchie est belle. Elle est belle, un point c'est tout. Les palais royaux sont beaux, les uniformes sont beaux, les cérémonials sont beaux, les couronnes, les sceptres, les trônes, les manteaux d'hermine, les cortèges, les carrosses, les gardes qui défilent avec une précision qui est déjà de la poésie. La beauté n'est pas un accessoire, ce n'est pas un caprice esthétique. La beauté est la forme visible de l'ordre. C'est la preuve que quelqu'un a pris la peine de bien faire les choses, de donner au pouvoir une forme qui ne soit pas seulement efficacité, mais aussi grandeur. Regardez un palais présidentiel. Puis, regardez Buckingham Palace. Regardez Versailles avant que les révolutionnaires ne le vident. Regardez le palais impérial de Tokyo. Regardez la chapelle de la Couronne à Prague. Il y a une différence qui ne se mesure pas en mètres carrés. Elle se mesure en âme, en siècles de soins, de dévotion, d'attention aux moindres détails. La monarchie a construit la beauté du monde. Les républiques ont construit des barres de béton, des bureaux publics avec des chaises en plastique et des néons qui grésillent. La modernité a choisi la laideur et elle appelle ça le progrès. Elle a choisi le provisoire et elle appelle ça la démocratie. Elle a choisi l'oubli et elle appelle ça la liberté. Mais la couronne demeure, même quand on ne la voit pas, même quand une croix volique. Elle demeure là, au-dessus des têtes de ceux qui croient encore que gouverner n'est pas seulement administrer, mais veiller, que le pouvoir n'est pas seulement un contrat, mais un pacte divin, que l'histoire n'est pas seulement le passé, mais du sang vif qui coule dans les veines d'un peuple. Vive la monarchie, non parce qu'elle est parfaite, mais parce que dans un monde qui a perdu toute forme, tout rite, toute sacralité, la couronne est le dernier geste qui nous rappelle ce que signifiait faire les choses avec grandeur.